L'instinct de survie est commun à tous les animaux sans exception. Si certains parviennent à survivre en solitaire, d'autres préfèrent se réunir en troupeau, en harde ou en meute. En effet, vivre en groupe offre davantage de sécurité aux animaux, en particulier à ceux menacés par des prédateurs. En effet, il est plus difficile pour un prédateur de traquer et de capturer un animal qui vit et se déplace en groupe. Seul, en revanche, cet animal constituerait une proie facile. Il s'établit de la sorte une relation harmonieuse entre les animaux d'un même groupe. Quand certains mangent, d'autres montent la garde, pour que les premiers évoluent en toute quiétude et se sentent protégés. Au sein de ces groupes ou de ces hardes, on peut observer des couples indépendants unis par un lien spécial. Ils éprouvent l'un pour l'autre un besoin mutuel, la seule présence de l'un rassurant l'autre. En réalité, certains scientifiques et éthologues ne reconnaissent pas aux animaux la faculté d'éprouver de réels sentiments. D'après eux, c'est uniquement l'instinct de survie des espèces qui les pousse à vivre en groupe. Mais certaines expériences réalisées auprès de hardes de chevaux ont démontré au contraire l'existence de sentiments chez les animaux. Tels que l'inimitié, la crainte, l'indifférence ou bien encore l'amour. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer attentivement le langage corporel du cheval. En effet, nombreux sont les chevaux capables d'exprimer l'aversion qu'ils ressentent pour leur propriétaire, leur entraîneur ou leur groom. De la même manière et sans aucun doute possible, ils manifestent leur peur lorsqu'ils cherchent à s'échapper. L'indifférence est elle aussi facilement perceptible, dès lors que l'espace du cheval n'est pas envahi par une présence indésirable. Et l'amour, comment s'exprime-t-il? Si par amour nous entendons la relation entre individus de sexe opposé qui se reproduisent pour préserver leur espèce, il est certain que ce sentiment n'existe pas chez les chevaux. En revanche, l'amour qui consiste à se tenir compagnie et à se protéger mutuellement peut être très fort et très visible chez certains chevaux. En ce sens, on peut dire que le cheval n'offre son amour que là où il y a déjà de l'amitié. À propos des relations entre sexes opposés, la notion de couple n'existe donc pas chez les chevaux, du moins telle que nous la connaissons chez d'autres animaux comme les perroquets ou les oies, ainsi que dans les relations humaines, avec certaines règles, comme la fidélité par exemple. Au sein de la harde, l'étalon a un rôle bien défini. Il protège les juments des individus extérieurs. Et c'est plus l'instinct de survie que le sentiment d'amour qui dicte ce comportement naturel. Par individus extérieurs, on désigne les chevaux d'autres hardes, les personnes inconnues et les animaux dont le comportement peut paraître étrange. L'instinct de l'étalon le pousse à vouloir garder pour lui les juments de sa harde. Il ne les laisse donc pas s'éloigner et empêche tout autre cheval étranger à son groupe de s'approcher. L'arrivée d'un autre étalon provoque immanquablement un duel qui déterminera lequel des deux s'accouplera avec les juments. La nature permet de la sorte au cheval le plus fort et en meilleure santé de transmettre ses gènes. Les juments acceptent sans tarder l'étalon vainqueur et laisseront ce dernier les monter lors de leur prochain cycle reproductif. S'il existait des liens d'amour et de fidélité entre les juments et l'étalon déchu, toute amélioration génétique serait impossible et l'évolution des individus serait limitée. La vieillesse et la transformation naturelle de leur corps privent les anciens étalons de leur agilité d'antan. Des étalons plus jeunes, plus robustes et plus sains les provoquent en duel et les détrônent. Cela permet d'éviter que les vieux étalons ne fécondent leurs propres filles lorsque celles-ci atteignent l'âge de se joindre au groupe des juments reproductrices. La nature fait donc très bien les choses pour réaliser lentement, mais sûrement son principal objectif, la préservation des espèces.
Si l'on tient compte de toutes les races de chevaux sans exception, la variété de robes et de nuances est considérable. On appelle rouan ou rouannage la particularité qui consiste en un mélange de poils blancs sur une robe de couleur foncée, n'ayant pas tendance à s'étendre avec l'âge. Ce mélange de poils blancs donne lieu à de nouvelles couleurs, avec des caractéristiques propres. Le pourcentage de poils blancs qui détermine le rouannage est très variable. Chez certains chevaux, il est difficile de distinguer ces poils blancs caractéristiques, qui dans ces cas-là se limitent à la base de la queue, qui apparaît alors légèrement teintée. En revanche, lorsque le semis de poils blancs est abondant, la couleur de la robe de base devient quasiment blanche. Il est alors difficile de repérer le début de la balzane en bas des membres. On nomme ces chevaux crins lavés, car avec le temps, on distingue plus facilement la limite entre la balzane et le reste du corps. Génétiquement, le rouannage est majoritairement héréditaire. Avec un géniteur rouan, plus de 50% des poulains naîtront avec cette particularité, indépendamment de la robe de l'autre géniteur. Car le rouannage peut affecter toutes les robes de base. Certains poulains rouans naissent déjà avec un mélange de poils blancs. Dans tous les cas, le pelage prendra sa couleur définitive lors de la première mue. Au cours de leur vie, les chevaux rouans peuvent parfois subir certaines altérations en raison des changements de saison ou de l'âge, mais cela n'a rien de comparable avec l'éclaircissement progressif des chevaux gris. L'éclaircissement des poils chez les chevaux rouans est non pas progressif, mais régressif. En effet, au cours des années, ils ont tendance à voir leur semis de poils et de crins blancs s'obscurcir. Cette tendance à la décoloration est toutefois plus évidente chez les chevaux gris qui, avec le temps, deviennent presque complètement blancs et perdent leur robe de base. Les chevaux rouans possèdent une autre caractéristique qui les distingue des autres. Les poils blancs n'atteignent généralement pas le bas des membres et rarement les crins. Si l'on observe attentivement la tête d'un cheval rouan, on remarque que les poils blancs se mélangent à cet endroit à la couleur de base, tandis que le bas des antérieurs et des postérieurs n'affiche que la couleur de base. Un rouan rouge ou vineux aura une tête tirant sur le rouge, tandis que les bas des membres seront noirs. Il en sera de même pour les rouans bleus. Les protocoles d'enregistrement dans certains pays exigent que les chevaux soient recensés. Sur un cheval rouan, un marquage à chaud ou à froid laissera une trace très visible. Les numéros sont si lisibles qu'ils semblent écrits à la main. Cela est dû au fait que le rouannage disparaît à l'endroit de la cicatrice du marquage. Et lorsqu'un cheval rouan se blesse, seules les taches de la robe de base repoussent sur la zone touchée, sans aucun poil blanc. En outre, la robe d'un cheval rouan varie en fonction des changements climatiques ou de saison. La robe d'un cheval rouan en été n'est pas la même qu'en hiver. Certains éleveurs sélectionnent cette particularité de robe, tandis que d'autres l'écartent. Mais les chevaux rouans seront toujours là dans toutes les ventes, dans toutes les manifestations ou compétitions, affichant la même simplicité qui les caractérise, désireux simplement de satisfaire leurs propriétaires. L'origine du cheval d'or en robe de soie se confond avec les légendes qui courent à son sujet. Ce n'est peut-être pas la race la plus ancienne,
Mais les premières traces de l'Akal Teke remontent à plusieurs siècles avant Jésus-Christ, sans doute au IVe et IIIe siècle. C'est un pur sang issu des steppes et des déserts de l'Asie centrale, précisément du Turkménistan et de l'oasis d'Ashkabad, où il fut élevé par la tribu des Teke, dont il tire son nom. Il était autrefois appelé Parthe, cheval de Nissa, persan, ou encore turkmène ou turcoman. Il s'est adapté aux rudes conditions climatiques de sa terre natale, où les tempêtes de sable sont fréquentes et les écarts de température très importants. L'Akal Teke se caractérise par une silhouette mince et longiligne, une musculature plate et dense, un dos long, un port de tête altier, de grands yeux en forme d'amande, des oreilles fines implantées haut, ainsi qu'une encolure longue et renversée qui sort presque à la verticale des épaules. Les membres sont secs et longs avec de grandes articulations et des tendons bien détachés et solides. La croupe est avalée et musclée, tandis que la queue est attachée basse. L'épaule est longue et inclinée. La peau est très fine. Quant à la queue et la crinière, elles peuvent être très peu fournies. Les poils de la robe sont très courts et soyeux, avec de surprenants reflets métalliques dorés. La robe baie dorée, la plus caractéristique, peut même parfois se confondre avec le sable du désert. Ces chevaux d'or existaient bien avant l'apparition et la diffusion des chevaux arabes, avec lesquels ils étaient et sont encore quelquefois confondus aujourd'hui. Leur réputation était telle qu'on faisait parcourir des centaines de kilomètres à des juments arabes pour les accoupler avec des étalons Akal Teke. Cette race était reconnue pour sa beauté, sa fidélité, sa capacité d'apprentissage, sa polyvalence, mais aussi et surtout pour ses qualités guerrières, servies par un courage et un dévouement rares. Marco Polo lui-même chanta les louanges de l'Akal Teke, en particulier de Bucéphale, la monture d'Alexandre le Grand. Ce dernier l'avait reçue en dot en épousant Roxane, la fille d'un noble de Bactriane. Le conquérant macédonien fit ériger au Pakistan un tombeau en l'honneur de son cheval, avec lequel il avait instauré une relation de grande complicité et d'amour. Les chevaux de Gengis Khan et de ses généraux sont d'autres Akal Teke célèbres. Ils ont été comparés à une nuée d'or renversant tous les obstacles dressés sur leur passage. Puis, dans les années 50, les autorités soviétiques, le Turkménistan était alors une république soviétique, décidèrent de reconvertir ces chevaux en animal de boucherie afin de promouvoir la mécanisation des transports et de l'agriculture. Mais grâce à l'investissement et au courage de deux passionnés, Maria Tcherkessova et Vladimir Chamborant, cette race a pu être sauvée du massacre. Ils s'opposèrent avec succès au pouvoir soviétique, habités par une passion sans limite et soutenus par toute une population. Le studbook général de la race se trouve à Moscou, en Russie. Il est géré par la MAAK, l'Association internationale des éleveurs d'Akal Teke. On trouve aujourd'hui environ 3500 exemplaires d'Akal Teke dans le monde, descendants des 18 lignées de pur sang, dont 500 d'entre eux en Europe, aux États-Unis et en Australie. Des associations Akal Teke ont vu le jour dans de nombreux pays, avec pour objectif principal la préservation et la promotion du cheval de race Akal Teke grâce à un réseau d'échanges, de coordination et de collaboration entre les éleveurs, les propriétaires et tous les passionnés du monde entier. Ils contribuent ainsi à l'amélioration et à la protection de la race, à travers des campagnes de recensement visant à maintenir la pureté de la race et à encourager les performances sportives. La réputation des chevaux d'or s'explique aussi par leur étonnante polyvalence, affichée dans les différentes compétitions sportives, du dressage au concours complet, en passant par le saut d'obstacles et l'endurance. Leur capacité de résistance, acquise grâce aux conditions très rudes de leur terre d'origine, n'y est bien sûr pas étrangère.
Nul doute également que l'étalon Absent a grandement contribué à cette réputation, en remportant la médaille d'or de dressage aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, 2 médailles de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 et une médaille d'argent à Mexico 4 ans plus tard. Fort de ces 4 médailles olympiques, il a été désigné cheval du siècle. Son caractère unique et ses qualités extraordinaires ont fait de la Calteke une race destinée à revenir au premier plan. Le nombre de passionnés est en constante évolution, malgré l'implication que l'élevage de cette race noble exige. En équitation, il n'existe qu'une seule et unique limite à l'ambition d'un cavalier, c'est la capacité de son cheval. Les parcours des concours de saut sont imaginés avec différentes distances et des obstacles de hauteur variables pour compliquer le travail du cavalier et de sa monture. L'habileté du cavalier à guider son cheval et la capacité de ce dernier à franchir les obstacles sont des éléments déterminants et font souvent la différence. Toutefois, il n'y a rien de comparable au défi que représente un obstacle dont la hauteur est supérieure à la normale. Lorsque les barres sont placées à plus d'1,70 m de hauteur, on parle ou on parlait d'épreuve de puissance. Il faut savoir que cette épreuve se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Elle est désormais remplacée par l'épreuve des 6 barres. Dans l'épreuve de puissance, le cheval devait prendre son impulsion vers le haut dans un mouvement presque vertical jusqu'au sommet de l'obstacle qui lui faisait face. Lors de ces épreuves de puissance, seul le dernier obstacle du parcours comptait. En effet, le cheval pouvait faire tomber les barres des obstacles précédents sans recevoir de pénalité. Ces derniers servaient seulement à préparer le cavalier et son cheval à l'ultime franchissement, en leur permettant de se régler sur la distance et le saut. Il s'agissait en général de 4 ou 6 gros obstacles dont la hauteur augmentait et dont l'un au moins devait être vertical pour pousser le cheval à effectuer un grand saut. Le premier obstacle était de 1,40 m, suivi de 2 d'1,50 m, les 2 suivants étant d'1,60 m. Enfin, pour terminer le parcours, le cheval devait franchir le mur. Dans certains cas, des parois légèrement inclinées du côté de la battue étaient autorisées, ce qui rendait l'obstacle légèrement montant et facilitait un appel placé. Ce type de parcours ne devait comporter ni combinaison, ni rivière, ni fossé. Certains cavaliers préféraient partir au galop pour être sûrs d'adopter le bon rythme et de trouver l'impulsion nécessaire pour le saut. D'autres, en revanche, choisissaient de préserver l'énergie de leur monture et préféraient affronter l'ultime obstacle sans avoir beaucoup galopé. Le dernier obstacle de l'épreuve de puissance était donc la plupart du temps construit pour ressembler à un véritable mur, rendant l'illusion presque parfaite. On atteignait la hauteur souhaitée en empilant des briques de bois les unes sur les autres. Pour modifier la hauteur, il suffisait de changer la dernière rangée au sommet du mur. Les briques permettaient d'augmenter la hauteur dans les derniers passages de 5 cm contre 10 pour le début de l'épreuve. Pour un saut parfait, toutes les conditions devaient être réunies. Les obstacles préparatoires correctement alignés et placés à la bonne distance, un sol très stable devant le mur pour permettre une bonne impulsion, ainsi qu'un sol sableux très meuble pour la réception. Une piste à proximité permettait aux concurrents de préparer et répéter leur passage. Ils échauffaient leurs chevaux en leur faisant exécuter des exercices d'étirement, mais sans nécessairement sauter d'obstacles. En effet, il était préférable pour les cavaliers de limiter les risques à l'épreuve officielle.
Franchir une telle hauteur exigeait beaucoup d'impulsion et de cœur de la part du cheval, pour qui chaque saut avait son importance. Le mur mesurait la plupart du temps 1,70 m au début de l'épreuve. Les concurrents qui ne parvenaient pas à franchir cette hauteur étaient éliminés. Les autres cavaliers se départageaient ensuite au moyen de barrages successifs, qui débutaient avec le mur à 1,80 m. Les choses sérieuses commençaient véritablement lorsque la hauteur du mur passait à 1,90 m, demandant aux cavaliers et à leur monture une concentration maximale. Les barrages pouvaient parfois durer longtemps, aucun cavalier ne faillissant sur le franchissement du mur. À partir de 2 mètres, la hauteur ne variait plus que de 5 cm en 5 cm. Il arrivait parfois qu'un cavalier abandonne l'épreuve pour avoir constaté une défaillance de sa monture après le dernier saut. L'exigence augmentait au fur et à mesure et les chevaux à ce niveau-là possédaient tous plus ou moins la même structure physique. Des postérieurs puissants, une encolure légère, des os solides, un poitrail ample, tout cela permettant une grande souplesse dans les mouvements et une précision extrême. Dans le final de l'épreuve, les cavaliers disposaient chacun de 3 essais pour franchir l'obstacle et la victoire revenait au premier d'entre eux qui y parvenait. Imbattu depuis 1949, le record mondial de saut en hauteur est encore de 2,45 m, une prouesse qui ne peut être que le fruit d'une préparation très spécifique et particulièrement exigeante. Naturellement, de très nombreux cavaliers rêvent de battre ce record. Le cheval qui finira par réaliser cet exploit méritera amplement la reconnaissance d'un tel tour de force. Un vieux dicton anglais dit « pas de pied, pas de cheval ». Cette expression montre bien combien il est important de maintenir les pieds et les sabots des chevaux en bonne santé. Historiquement, le métier de maréchal ferrant et le ferrage des chevaux existent depuis très longtemps. On ne dispose pas de date précise, mais on sait que Poppée, la femme de Néron, qui vécut de 37 à 68 après Jésus-Christ, fit ferrer son cheval de fer d'or et d'argent. La réputation de porte-bonheur du fer à cheval date d'ailleurs peut-être de cette époque. Avec le temps, on parvint à créer un système de ferrure avec des pièces de métal fixées au sabot par des lacets de cuir, appelés l'hyposandale. Grâce aux fouilles archéologiques, on sait avec certitude que le système de ferrure à l'aide de clous remonte au moins à 2400 avant Jésus-Christ. Saint Éloi est le saint patron des maréchaux ferrants. Ce païen converti au christianisme avait, raconte-t-on, une faculté toute particulière pour ferrer les chevaux. Une statue le représentant se trouve dans l'église San Michele de Florence. La protection des sabots s'est donc sans doute révélée utile dès les toutes premières conquêtes de territoire. Nous devons notre victoire à Dieu et à nos chevaux. Voilà ce que certains cavaliers de l'époque disaient de leur noble monture qui affrontaient des chemins de pierre, de boue et de sable. En Amérique, les bateaux des conquistadors arrivaient chargés de fer, que l'on utilisait comme lest à l'aller, sachant que le poids au retour serait constitué par les fruits, les épices et l'or. Dans le Nouveau Monde, peu de personnes savaient forger les fers à cheval. Voilà pourquoi ils arrivaient en grande quantité directement depuis l'Espagne. Même s'il n'est pas toujours utile de ferrer un cheval, certains préfèrent d'ailleurs des chevaux pieds nus. On peut affirmer que le fer à cheval sert à protéger les sabots et donc à les épargner d'une usure prématurée. En outre, ils améliorent les conditions physiques et les capacités sportives des chevaux. Aujourd'hui, il existe 3 raisons principales de ferrer un cheval. La protection et la correction des sabots, ainsi que l'amélioration des compétences sportives. Lorsqu'on parle de protection, on fait allusion à l'usure que peut provoquer un terrain abrasif.
Le sable d'une piste, par exemple, détériore le sabot, tout comme les pierres, sur un sentier ou en montagne. Le sol cimenté des boxes et le goudron des roues liment la pince du sabot, c'est-à-dire sa partie antérieure. N'oublions pas également tout ce qui est pointu ou effilé et qui peut blesser le pied du cheval, comme une pierre, un clou ou un fil de fer. Le moindre contact avec l'un de ces éléments peut parfois sérieusement handicaper le cheval. Avec un fer, les zones qui présentent déjà des blessures ou des coups restent protégées et n'entrent pas en contact avec le sol, permettant d'éviter de plus graves lésions. Le sabot doit supporter le poids du cheval. La muraille, l'épaisse couche cornée du sabot, s'élargit donc pour mieux le soutenir. Des carences alimentaires ainsi qu'un entretien et un parage insuffisant du pied peuvent laisser apparaître des fentes sur le sabot, les sèmes. La ferrure empêche ces fentes de s'agrandir et d'atteindre la couronne du sabot, provoquant dans ce cas-là des douleurs sous la pression du poids de l'animal. Il est évident que la répétition de la battue dans les différentes allures, en particulier sur une surface dure, peut avoir des conséquences sur les articulations. Certains fers modernes sont équipés d'une semelle de caoutchouc placée entre le fer et le sabot qui amortit les chocs et limite les problèmes articulaires. Quand on parle du rôle correcteur des fers, il s'agit en réalité de la possibilité de corriger les défauts de conformation du pied chez le cheval, grâce aux différents types de fers et aux différentes formes de parage. Les défauts d'aplomb prédisposent les membres du cheval à une usure prématurée, car l'appui se fait sur le quartier interne ou externe du membre et non en son centre. Les os sont donc exagérément sollicités, ce qui provoque parfois des lésions. Il est également possible de corriger l'angle d'inclinaison du sabot pour aider un cheval avec des défauts à améliorer un mouvement mécanique défectueux. Dans les compétitions ou concours, le fer à cheval est devenu un véritable allié pour le cavalier. Aujourd'hui, on trouve des fers munis de crampons qui se fixent dans les mortaises, améliorant ainsi la tenue du cheval sur terrain glissant lorsqu'il court ou traîne un poids. Il est conseillé d'utiliser des crampons que l'on peut retirer une fois l'exercice achevé, pour éviter que le cheval ne reste toute la journée avec ses crampons fixés sous ses sabots. Sur les chevaux de polo, on ne fixe qu'un seul crampon sur la branche externe du fer, et seulement sur les postérieurs, ce qui améliore la tenue du cheval et lui permet d'optimiser ses volts et ses demi-volts. En fixant 2 crampons, il existe un réel risque de lésion des ligaments et des tendons des postérieurs, car lors d'une volte, le pied ne peut bouger que lorsqu'il se soulève. Il existe aussi des fers biseautés sans aucun crampon. Ce type de fer est particulièrement utilisé dans l'épreuve de reining, pour des figures telles que l'arrêt glissé, le sliding stop, car il permet au sabot de glisser sans aucun accroc. Ces fers favorisent donc les figures très spectaculaires d'une telle discipline. Qu'ils soient en aluminium, en métal, en or, en argent ou en plastique, lourds ou légers et de différentes formes, les fers à cheval sont utilisés depuis très longtemps et continueront de l'être. Protégeant les sabots de l'usure, ils améliorent les performances des chevaux pour le plus grand plaisir des passionnés d'équitation qui ne souhaitent que le meilleur pour leur monture. Lorsqu'un cavalier monte à cheval, notamment dans le cadre d'un concours ou d'une compétition, il doit se conformer aux règles vestimentaires de la discipline qu'il pratique. Dans les disciplines telles que le saut d'obstacle ou le dressage, ainsi que pour la chasse à courre, le port d'une veste réglementaire est obligatoire. Elle doit en outre répondre à des critères spécifiques. Une veste d'équitation ne doit comporter aucune inscription et doit être d'une seule couleur, uniforme. Les vestes réglementaires pour le saut d'obstacle ou la chasse à courre peuvent être noires, bleues, rouges ou vertes.
Pour le dressage, en revanche, seules les vestes noires ou bleues ainsi que les fracs noirs sont acceptés. La veste doit rester boutonnée tout en offrant une grande liberté de mouvement au cavalier. En effet, elle doit permettre au corps du cavalier de se déplacer en avant et en arrière et retomber sur la selle sans le gêner. Elle doit pour cela être munie de 2 fentes latérales au niveau de la taille, favorisant donc la liberté de mouvement. Le col doit être identique aux pattes des poches latérales. Les pattes servent naturellement à empêcher le contenu des poches de se vider, en particulier lors des sauts ou dans des allures rapides. Les cavaliers représentant les forces armées sont autorisés à concourir avec des vestes correspondant à leur uniforme, dès lors qu'elles sont adaptées au règlement des épreuves. En dehors des concours, il existe d'autres vestes pour l'entraînement et le travail quotidien. Les vestes polaires sont à la fois légères et chaudes. Elles ne produisent aucun bruit ni froissement et sont donc préférables aux vestes type coupe-vent. Malheureusement, les vestes polaires ne sont pas imperméables, ce qui peut s'avérer être un vrai problème les jours de pluie. Quant aux gilets, ils constituent une alternative aux vestes classiques. Assez répandus, ils permettent aux cavaliers de garder les bras libres. Sur les vestes comme sur les gilets, il est préférable d'opter pour des poches verticales plutôt qu'horizontales, car cela permet au cavalier d'y glisser plus facilement ses mains. Une fermeture éclair ou un velcro permet de les tenir fermés pendant les exercices. Les vestes rembourrées ou trop serrées sont déconseillées. Rappelons, au-delà du modèle de veste que l'on peut choisir, que les chevaux sont capables de distinguer les couleurs. Ils accepteront sans doute plus facilement des couleurs sombres ou claires, plutôt que des couleurs trop brillantes ou trop lumineuses. Il est préférable, dans la mesure du possible, d'éviter les couleurs trop brillantes, notamment avec de nouveaux chevaux. En ce qui concerne les règles de sécurité, les gilets de protection sont d'usage dans tous les centres équestres et sont obligatoires dans les épreuves de cross-country. Le gilet de protection protège la colonne vertébrale et les côtes du cavalier, en particulier en cas de chute. Pour les sorties sur route, les gilets fluorescents sont en revanche fortement conseillés, afin que le cavalier, ainsi que son cheval, puissent être vus par les phares des voitures, de loin, et même en cas de brouillard. Plus un cavalier est à l'aise, plus il est détendu sur son cheval, plus la relation entre les deux s'en trouvera renforcée. En revanche, une tenue inadaptée peut provoquer une certaine nervosité chez le cavalier, que le cheval est capable de ressentir. C'est un risque inutile pour qui veut passer un moment agréable en compagnie de son cheval. Pour qu'un dressage soit efficace, il est indispensable que le cheval possède une bonne technique. Une préparation physique adéquate est également nécessaire, à condition que le cheval soit guidé par une personne capable de transmettre les indications appropriées. Laissons de côté les impairs et les erreurs techniques de l'homme et intéressons-nous seulement au cheval. La technique ne s'apprend qu'une seule fois. C'est un peu comme faire du vélo. Un cheval met parfois du temps à comprendre ce qu'on lui demande de faire, mais dès qu'il a assimilé un exercice, il s'en souviendra toute sa vie. En ce qui concerne la préparation physique, c'est un peu différent. En effet, un cheval peut disposer d'une très bonne condition physique et par conséquent donner le meilleur de lui-même. Mais s'il cesse de s'entraîner et de travailler, sa condition physique va inévitablement s'en ressentir. Une blessure, une gestation ou le manque de disponibilité d'un propriétaire peuvent faire perdre à ce cheval ses capacités physiques, fussent-elles remarquables. La plasticité est l'une des aptitudes que les chevaux perdent le plus facilement.
Pour gagner en agilité, le corps du cheval doit être souple, aussi bien en longueur qu'en largeur. Un poulain encore en phase de débourrage n'a jamais vraiment travaillé physiquement. Il faut donc le préparer tout doucement aux exercices auxquels nous allons le soumettre. Avant toute chose et pour ne courir aucun risque au moment de le monter, il est conseillé de lui faire travailler la technique de l'appuyer. Pour ce faire, il faut utiliser des rênes fixes avec la rêne extérieure légèrement plus courte que la rêne intérieure. La longe sera fixée sur le côté extérieur. Il faut également se positionner vers l'extérieur, de façon à éviter que le cheval ne se tourne vers nous et ne soit distrait dans son exercice. Pour faire avancer notre cheval, il faut légèrement lui effleurer les flancs et les membres à l'aide de la chambrière. D'une main légère, on maintient le contact de la rêne fixée au licol pour éviter de gêner la bouche du cheval durant le dressage. Une fois que le cheval sera davantage entraîné, on pourra la fixer à l'anneau de l'embouchure. Notre poulain se déplace donc sur 2 pistes, avec le corps droit et l'encolure infléchie dans la direction du mouvement. On commence donc à lui faire déplacer l'arrière-main vers l'intérieur du cercle. Toujours avec la chambrière, on l'effleure jusqu'à ce qu'il effectue correctement l'exercice, après quoi on peut relâcher la rêne et éloigner la chambrière. Il faut répéter l'exercice jusqu'à ce que notre cheval parvienne à effectuer quelques pas supplémentaires, en rythme, calmement et sans résister au contact de la rêne. Il ne faut pas hésiter à insister pour qu'il comprenne qu'il peut s'épargner la gêne provoquée par la chambrière. Tout devrait bien se passer, car nous avions déjà expérimenté cela avec notre cheval lorsque nous l'avions maintenu au piquet central de l'enclos. Plus en avant dans le processus de dressage, il est possible d'abaisser la longe, toujours placée à l'extérieur, et la positionner au niveau du garrot. De la sorte, le contact avec la main sera direct, et le cheval sera ainsi amené à porter davantage ses postérieurs en avant, sous sa masse. Dans cette position, le cheval fléchit son encolure et sa colonne. Il fait travailler les muscles de ses membres et de son rein, tout en renforçant ceux de son dos. Lorsqu'il se déplace ainsi, il croise ses membres antérieurs et postérieurs, dont il étire les articulations, ce qui lui permet d'acquérir une meilleure souplesse dans ses mouvements latéraux. L'appuyer peut naturellement s'effectuer des 2 côtés. Les chevaux qui parviennent à réaliser ces exercices en rythme, en alliant souplesse et puissance, afficheront une meilleure plasticité et une plus grande mobilité de mouvement. Le travail du cavalier n'en sera que plus simple et plus agréable. Les chevaux possèdent par nature une grande capacité d'apprentissage. Dès lors qu'il est doté d'une bonne technique, un cheval est capable d'assimiler différents exercices ainsi que des positions ou des mouvements spécifiques. Autrement dit, tout ce qu'un cavalier peut exiger de sa monture. Hélas, cela n'empêche pas certains de faire répéter 1000 fois le même exercice à leurs chevaux, dans l'espoir qu'ils s'améliorent. Mais la plupart du temps, ils n'obtiennent pas le résultat escompté, bien au contraire. Ce qu'ils ignorent, c'est que la répétition excessive d'un exercice plonge le cheval dans un profond ennui. Au lieu de l'encourager à apprendre, cela l'angoisse et le contrarie. Si l'on considère en outre que la répétition entraîne de la fatigue chez le cheval, on peut en conclure qu'il ne s'agit pas là de la meilleure des méthodes, loin s'en faut. La seule sensation d'un homme qui se positionne sur la selle, glisse ses pieds dans les étriers et se saisit des rênes peut parfois pousser le cheval à s'immobiliser sans que cela lui ait été demandé. C'est un peu gênant car cela signifie que le cheval n'en fait qu'à sa tête et ne prête pas attention aux indications du cavalier. Il est donc préférable de varier en permanence les exercices que l'on propose à notre cheval, de manière à ce qu'il ne ressente ni fatigue ni ennui. Un cheval fatigué est naturellement moins attentif et un cheval qui s'ennuie est plus facilement distrait.
Il est conseillé d'organiser le dressage en séquences d'exercices, en prenant soin de ne pas répéter le même mouvement plus de 10 fois, pour ensuite enchaîner sur l'exercice suivant. Les séquences en question peuvent s'organiser de la manière suivante. Changement de position, changement de direction, changement de rythme, changement d'indication. Un exercice ne doit durer en moyenne qu'1 ou 2 minutes, et même s'il n'a pas été parfaitement réalisé, il faut ensuite passer au suivant. De la sorte, le cheval sera toujours curieux de découvrir la suite, au lieu d'anticiper des mouvements répétés à l'infini. De plus, il sera reposé et éprouvera du plaisir à travailler. Il ne faut pas confondre l'entraînement et le dressage, ce sont deux choses bien distinctes. Lors d'un entraînement, on fait travailler le cheval sur des exercices aérobies ou anaérobies, sans chercher à lui inculquer une technique en particulier. En effet, tenter de faire simultanément l'un et l'autre peut désorienter le cheval. Pour que le travail du cheval soit complet, la semaine peut s'organiser ainsi. 2 jours de dressage, 3 jours d'entraînement, 1 jour de promenade et 1 jour de repos. Si pour une raison donnée, le cheval n'exécute pas l'exercice demandé, il vaut mieux ne pas insister. Il est préférable de réessayer un peu plus tard, plutôt que de s'obstiner et installer un rapport de force. Il est plus judicieux de chercher à connaître les raisons de ce refus. Le cheval est-il gêné par une douleur? Nos indications sont-elles correctement transmises? Ou peut-être ne lui a-t-on jamais enseigné l'exercice en question? Dans des conditions normales, l'idéal est de faire travailler le cheval 1 heure par jour, l'heure en question comprenant à la fois la préparation du matériel, l'exécution des exercices et le nettoyage du cheval. Si l'on ne s'occupe que d'un seul cheval, on peut le faire travailler 3 ou 4 heures, mais seulement s'il ne se lasse pas. Rappelons que le niveau de l'entraînement doit s'adapter aux capacités du cheval. Une autre solution pour stimuler l'attention du cheval consiste à changer fréquemment de lieu pour réaliser des exercices. Il ne faut pas non plus hésiter à utiliser des surfaces différentes. L'objectif est de faire en sorte que le cheval ne devine jamais à l'avance ce que l'on va lui demander, pour éviter par exemple qu'il ne se porte en avant de lui-même. Ainsi habitué, il attendra les indications de son cavalier pour se mettre en mouvement. Dans ces conditions, on pourra profiter pleinement de ses remarquables capacités d'apprentissage.